là, je vais vraiment, enfin voilà, on a parlé d'insuffisance hépatique aiguë, on va parler de cirrhose, c'est deux maladies complètement différentes et c'est vrai qu'on met toujours un peu les choses ensemble et puis on prend en charge dans les mêmes unités ces maladies-là, mais c'est deux maladies complètement différentes. Alors, on va parler de quelques points de problèmes métaboliques au cours de la cirrhose. On pourra discuter des cirrhotiques en réanimation, rupture de varices, ACLF, dont je parle assez peu parce que tout le monde en parle partout. Et donc c'est pour discuter un peu de choses un peu différentes, mais au cours de la discussion, on peut en discuter. Bon. Donc des choses, ça c'est les plaquettes pour les externes. La cirrhose est donc, vous le savez, une destruction hépatocytaire, une modification de l'architecture hépatique remplacée par de la fibrose qu'on voit sur cette coloration Eurochirius en rouge qui crée des nodules et donc ça crée une amputation fonctionnelle et c'est la complication de toutes les hépatopathies chroniques, alcool, virus, syndrome métabolique en étant les principales causes à l'heure actuelle. Syndrome métabolique qui va probablement devenir la première, l'alcool la deuxième et les virus on l'espère avec le traitement du virus de l'hépatite C qu'on ne verra plus de cirrhose virale C dans une quinzaine d'années. Donc c'est responsable d'une insuffisance hépatique par amputation fonctionnelle avec des altérations de toutes les fonctions métaboliques, de détoxification, de stockage, de synthèse protéique, d'immunomodulation. Donc ça comme conséquence, un, l'insuffisance hépatique et deux, l'hypertension portale qui est responsable de des principales complications des malades atteints de cirrhose. L'hypertension portale, c'est un bloc intra-hépatique qui va modifier l'hémodynamique, premièrement, avec une hémodynamique tout à fait particulière du malade atteint de cirrhose, avec un syndrome hyperkinétique majeur, et je pense que Emmanuel vous en reparlera tout à l'heure dans la physiopathologie de l'insuffisance rénale aiguë au cours de la cirrhose. Et puis, c'est responsable aussi du développement de voies de dérivation qu'on appelle des shunts, soit dans le système cave inférieur, soit dans le système cave supérieur. Et donc ces shunts sont responsables de deux complications. Un, de développer des varices dans l'œsophage en particulier. Et puis deux, de supprimer le premier passage hépatique. Donc voilà des rappels, on va dire, extrêmement basiques qui sont faits. Et on va parler de ces complications-là, on aurait pu en parler d'autres, et puis après au cours de la discussion on parlera de ce que vous voulez. Donc on va d'abord commencer par l'hyponatrémie, et donc c'est là où je dois vous parler des particularités hémodynamiques au cours de la cirrhose. Donc il existe au cours de la cirrhose une hypertension portale, un bloc intra-hépatique avec une dysrégulation du monoxyde d'azote et une augmentation de la quantité splanchnique de monoxyde d'azote qui va entraîner une vasodilatation splanchnique. Quand vous prenez des rats à qui vous faites une cirrhose, vous regardez après le mésentère, il y a des vaisseaux partout. Quand vous regardez des rats normaux, il y a des vaisseaux normaux, mais c'est pas, il n'y en a pas partout. Donc cette vasodilatation splanchnique, elle est responsable d'une hypovolémie relative, et donc il y a des mécanismes compensateurs qui vont se mettre en place, mécanismes compensateurs qui sont l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, l'activation du système nerveux sympathique, la sécrétion d'antidiurétiques hormones, et tout ça va induire une vasoconstriction rénale intense et induire premièrement une réabsorption hydrosodée, une réabsorption d'eau et donc entraîner une hyponatrémie. Ce qui manque comme autre mécanisme compensateur dont on ne parlera pas aujourd'hui mais dont il y a un rôle extrêmement important, c'est évidemment le cœur avec une hypercinésie circulatoire qui se met en place, et clairement le cœur a aussi un rôle dans cette insuffisance rénale, et ça vous en reparlerez je pense tout à l'heure. Donc l'hyponatrémie, c'est une hyponatrémie de dilution. Alors c'est une natrémie inférieure à 135 mmol par litre. On a, quand vous demandez à un hépatologue la normale de la natrémie, pour lui c'est 130.
Donc ça c'est un truc, quand ils ont moins de 125 de natrémie, on commence à se poser des questions. Donc c'est vous dire que la natrémie, c'est d'ailleurs très mauvais de penser comme ça, puisqu'on s'est bien démontré que ça aggrave le pronostic. Et pourquoi on dit ça? Puisque une natrémie inférieure à 130, c'est quand même 20% des malades, et inférieure à 135, c'est 50% des malades. Donc finalement, la normale, elle doit être à 135 chez les malades atteints de cirrhose. C'est évidemment aggravé par les diurétiques, et il faut souvent les arrêter. Et clairement, les malades qui ont une hyponatrémie, ce sont les malades qui ont une acide réfractaire, c'est-à-dire ce sont eux qui ont cette activation du système rénine-angiotensine les plus sévères. Et on estime que c'est 50 à 75% des malades qui ont une acide réfractaire. Et quand on a des malades qui sont inscrits sur liste pour acide réfractaire, ils ont tous une hyponatrémie. Donc les conséquences, il y a des conséquences neurologiques avec... alors contrairement à l'encéphalopathie hépatique de l'insuffisance hépatique aiguë, l'hyponatrémie va pas donner, comme c'est une hyponatrémie donnée, ne va pas donner d'œdème cérébral. En revanche, ça va aggraver l'encéphalopathie hépatique et classiquement, des malades qui sont un peu surdosés en diurétiques, ils arrivent hyponatrémiques, ils sont dans le coma, on les réhydrate un petit peu et puis ils se réveillent, c'est assez magique. Et je vous l'ai dit, l'hyponatrémie est vraiment un facteur pronostique indépendant de décès. Il a même été utilisé. Et il est utilisé d'ailleurs en Angleterre dans la répartition des greffons en utilisant le SCORMEL, le SCORMEL qui est le score de gravité des cirrhoses qui permet de classer les gens sur liste d'attente, qui prend en compte trois choses, la créate, l'INR et la bilirubine. Et bien un SCORMEL modifié qui s'appelle le MEL de sodium et qui est utilisé dans certains pays pour la répartition des greffons. Donc clairement, avoir une hyponatrémie, ce n'est pas bon de pronostic. Alors comment est-ce qu'on les prend en charge? Déjà on arrête les diurétiques, on réhydrate ces malades parce qu'il y a souvent quand même une déshydratation associée. Les restrictions hydriques ça sert strictement à rien et ça a une efficacité complètement limitée. Le sérum salé hypertonique, bon, ça marche pour corriger la natrémie, mais les malades gonflent, donc c'est pas très agréable pour eux. L'albumine, ça marche globalement très bien, mais c'est tout à fait transitoire et finalement, on va l'utiliser chez des malades qui ont une hyponatrémie associée à de l'encéphalopathie hépatique, sachant que je vous l'ai dit, l'hyponatrémie, nous on s'inquiète assez tardivement et je me souviens d'avoir vu arriver un malade en consultation avec 108 de natrémie et qui allait très bien, il était un peu fatigué, mais finalement c'était alors c'était dans un contexte très particulier de pompe péritonéo-vésicale, mais quand même on peut avoir des problèmes. Et puis après il y a eu les Vaptans, qui sont des bloqueurs de l'antidiurétique hormone, et puis ça sert à corriger l'anatrémie, et donc ça c'était l'essai pilote qui regardait certaines doses de Vaptan au cours de la cirrhose, et donc quand on donne des Vaptans ça corrige très bien l'anatrémie. C'était des malades sévères qui avaient des natrémies entre 125 et 128. On corrige l'anatrémie, le problème c'est que ça donne soif, donc les malades qui sont encéphalopathes et qui n'ont toujours pas accès à l'eau, c'est un peu difficile, et puis il y a un risque de myélinolyse et d'insuffisance rénale. Donc les Vaptans, on a dit tiens, ça va être la drogue du futur, ça va être très bien. Pourquoi ça va être bien? Puisque on va pouvoir corriger l'anatrémie. En corrigeant l'anatrémie, on va pouvoir reprendre ou augmenter les doses de diurétiques, et donc on va pouvoir améliorer le traitement de l'acide réfractaire et améliorer la qualité de vie, améliorer l'encéphalopathie hépatique. Et donc, il y a eu 3 grands essais qui ont été résumés dans ce papier. Donc, 1200 malades atteints de cirrhose, alors il y avait 3 essais, donc 3 groupes un petit peu différents. Un qui avait une acide contrôlée par les diurétiques, un groupe qui avait une acide avec des diurétiques mais qui devait faire des ponctions d'acide de temps en temps, et puis un groupe qui avait une acide vraiment réfractaire. Donc c'était à peu près 400 malades dans chacun des essais, et en pratique il n'y avait aucun
amélioration sur l'acide. Alors c'était des critères de jugement qui étaient un petit peu compliqués, parce que c'était temps jusqu'à la ponction, etc. C'était pas forcément des critères de jugement très très forts, mais il n'y avait vraiment pas d'amélioration, il n'y avait pas d'amélioration de la qualité de vie. Et dans un des sous-groupes des malades, il y avait peut-être une augmentation de la mortalité, et donc ça a arrêté notre utilisation d'évaptants, et puis on est revenu à tolérer ces natrémies basses, donc arrêter les diurétiques, réhydrater les malades quand la natrémie est symptomatique, et voilà ce qu'on fait, et malheureusement il n'y en a pas pour l'instant d'autres traitements de l'hyponatrémie. Alors l'hyponatrémie, ça entraîne l'encéphalopathie hépatique, et on va parler un petit peu d'encéphalopathie hépatique. C'est un sujet qui est très à la mode chez les hépatologues depuis à peu près une dizaine d'années. Pendant très longtemps, on s'en est pas intéressé parce qu'on n'y comprenait rien. Puis après, des gens qui disent je comprends pas, je veux comprendre. On n'y comprend toujours pas grand-chose. Mais c'est un sujet assez à la mode. Et puis, il y a des choses qui bougent. Et puis, il y a des traitements qui sont de plus en plus efficaces. Et donc c'est aussi pour ça que ça intéresse les gens. Donc l'encéphalopathie, c'est une manifestation neurologique au cours de la cirrhose. Vraiment, ça n'a pas du tout le même pronostic que l'insuffisance hépatique aiguë. Pendant très longtemps, on a dit que ce n'est pas un facteur pronostic très important. Alors certes, c'est dans le child, mais des malades qui sont que encéphalopathes, c'est pas très grave. En pratique, on est revenu un petit peu là-dessus. Il y a eu plusieurs études de cohorte qui ont montré que l'encéphalopathie était vraiment un facteur indépendant de décès au cours de la cirrhose. Et ça va de malades qui sont un petit peu ralentis, même parfois des malades en consultation, on s'est dit mais est-ce qu'ils sont encéphalopathes ou est-ce qu'ils sont bêtes? C'est un peu difficile, jusqu'à des formes de coma sévères avec parfois des signes de localisation et qui peuvent faire penser à des accidents vasculaires. Alors il y a un rôle de l'ammoniac dans l'encéphalopathie hépatique, c'est ce qu'on a dit pendant très longtemps. Je pense que c'est vrai, mais je crois que on a dit ça pendant très longtemps parce qu'on n'avait rien d'autre. Aujourd'hui, il y a peut-être des petites choses qui commencent un petit peu à sortir. Alors, il est un peu trop tôt pour en parler. Mais clairement, il y a un rôle de l'ammoniémie. Donc cette ammoniémie vient d'où? Elle vient du tube digestif et du microbiote intestinal. Il y a beaucoup de choses qui sortent sur le microbiote et l'encéphalopathie hépatique. Et l'ammoniac va être métabolisé notamment dans le muscle. Et ça maintenant, c'est extrêmement bien documenté que l'amyotrophie chez les malades atteints de cirrhose est un facteur de risque d'encéphalopathie hépatique, puisque ça va entraîner une toxicité hépatique, cérébrale. Alors le diagnostic, il est vraiment clinique. Vous avez un malade qui a une maladie chronique du foie. Deux possibilités, soit ils ont une insuffisance hépatique et donc le foie ne filtre pas ce qu'il doit filtrer, c'est ce que j'explique aux malades, c'est pas très médical, soit il y a une dérivation portosystémique et on peut voir des encéphalopathies hépatiques chez des malades qui n'ont pas d'insuffisance hépatique et qui n'ont d'ailleurs pas de cirrhose, mais des maladies veineuses, enfin portosinusoïdales, des hypertensions portales non cirrhotiques, et donc qui ont des grosses voies de dérivation portosystémiques. L'imagerie cérébrale, on a longtemps dit qu'elle servait à rien. En pratique, je crois qu'à l'heure actuelle, l'imagerie cérébrale par IRM va avoir des utilités académiques, peut-être diagnostiques dans des situations difficiles d'encéphalopathie hépatique chronique pour faire la part des choses entre une démence vasculaire et une encéphalopathie hépatique, par exemple, chez des gens un petit peu âgés. Dans le cadre de la réanimation et du malade qui arrive avec une cirrhose encéphalopathe, l'imagerie du scanner cérébral pour éliminer quelque chose a en gros aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le diagnostic à l'interrogatoire et notamment l'interrogatoire des proches. Quand vous avez un monsieur qui a une cirrhose connue, que sa femme vous la porte parce qu'il est dans le coma et qui vous dit « Docteur, ça fait 3 jours qu'il fait pipi dans le canapé, je l'ai retrouvé à poil dans le jardin et là il est dans le coma », c'est un diagnostic d'encéphalopathie hépatique. Alors qu'au contraire, il était dans le jardin en train de tondre la pelouse et pouf, il est tombé. Là où il faut faire le scanner cérébral pour éliminer un accident ischémique ou hémorragique. Mais dans la plupart des cas, ce scanner ne sert pas à grand-chose. Et puis,
Le EG, on le fait en pratique que quand il y a des mouvements un petit peu anormaux. Parfois, ça arrive d'avoir des mouvements anormaux sans vraie crise comitiale. Et on le fait dans ces cas-là avant de mettre un traitement par benzodiazépine parce qu'on n'aime pas trop les benzodiazépines. Alors, comment on va évaluer l'insuffisance hépatique? On va utiliser une échelle assez facilement répandue, donc de grade 1 à 4. 1, c'est un petit peu de confusion. 4, c'est le coma. 2, c'est l'hystérexie. Et 3, c'est la confusion. Alors, il y a plein d'autres scores qui sont en train d'être mis sur le marché, si on peut dire, qui sont compliqués, qui sont pas faciles à utiliser. Moi, je crois qu'il faut rester assez simple dans la vie. Donc, 1 à 4, c'est facile. Et puis, pour les malades dans le coma, il y a le Glasgow. C'est assez facile parce que tout le monde se comprend à peu près. Les pathologues, le neurologue, le réanimateur, on arrive tous à se comprendre sur le Glasgow. Et donc, on l'utilise chez des malades qui sont encéphalopathes grade 4. Et puis, alors, ce dogme, parce que ça reste un dogme qu'on m'a appris, un malade qui a un Glasgow inférieur à 8, il faut le ventiler. Je crois que c'est complètement faux au cours de la cirrhose. Pourquoi? Parce que l'encéphalopathie hépatique est complètement fluctuante et que vous avez des malades qui passent d'un Glasgow 8 à 12 à 15 à 2, parce que le Glasgow 2, ça moi j'aime beaucoup, et donc on va les ventiler à un moment donné alors qu'il suffit d'attendre. En fait, c'est des malades qui s'améliorent spontanément et qu'on va avoir beaucoup de mal à sevrer de la ventilation mécanique parce qu'on va les ventiler. On va les sédater pour les garder ventilés. On va arrêter la sédation. Ils vont avoir un réveil pathologique. On va les resédater. Et au final, on se retrouve avec un malade qui respirait très bien, qui n'était pas hypoxémique, qui avait peu de risque d'inhalation, à se retrouver ventilé pendant une semaine avec des risques de pneumopathie acquise. Donc c'est pas forcément la bonne chose. Et puis surtout, nous le classique, alors à Beaujon, la réanimation hépatique, elle est au 2e étage, les urgences sont au rez-de-chaussée. Et le grand classique, c'est le malade, on est appelé le matin pour voir un malade qui est dans le coma aux urgences. On laisse un petit peu traîner aux urgences parce que de toute façon on n'a pas de place. Et puis finalement à 16h, il est toujours dans le coma, alors on le monte, quoi. On le monte en se disant, bon, je suis de garde ce soir, on va le monter, quand même le déchoc c'est pas bien pour lui, la salle c'est un peu limite, voilà. Et ben, il suffit de le monter 2 étages et le malade se réveille. Donc je pourrais d'ailleurs un truc de la pression atmosphérique, c'est absolument incroyable, mais en gros c'est ça. Et c'est des malades qui se réveillent spontanément, alors ils se réveillent pas, ils font pas non plus les mots croisés juste en sortant de leur coma, mais globalement c'est un petit peu ça. Et alors surtout, voilà, on leur met facilement une sonde gastrique, toujours le même débat, est-ce qu'il faut ou pas, j'ai pas la réponse, et elle n'est pas du tout evidence-based. Nous on la met chez ces malades-là, et évidemment il faut pondérer ça en fonction de la cause de l'encéphalopathie hépatique. Si vous avez un malade qui a fait l'hématémèse ou le méléna et à qui il faut faire l'endoscopie, on va changer un petit peu de stratégie, mais quand on a un malade qui vient pour une hyponatrémie sur une intoxication au diurétique parce qu'il a l'hyponatrémie, eh bien dans ces cas-là, on va pas le ventiler. Alors moi, je vais vous donner mes critères de ventilation qui sont extrêmement médicaux. Il y a le glougloutage, hein, donc quand les malades ils n'arrivent plus à respirer, que ça fait glouglou dans la bouche, hein, et la patatopnée, quand ils respirent complètement bizarrement. Dans ces cas-là, il faut les ventiler. Quand ils ont l'association des deux, c'est extrêmement pratique comme critère. Faut pas m'enregistrer quand je dis ça, s'il vous plaît. Et donc le traitement, c'est corriger le facteur déclenchant. Donc dépister le sepsis. L'encéphalopathie, c'est vraiment un symptôme de gravité. Donc il faut rechercher une infection. L'infection de liquide d'acide en priorité, puisque c'est le plus fréquent chez le malade atteint de cirrhose, une hémorragie, une hyponatrémie, la prise de sédatifs. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme traitements médicaux? Alors, le Dufalac. Le Dufalac, en aigu, c'est pas très efficace, c'est probablement délétère. Quand ils sont dans le coma, ils peuvent pas l'avaler. Si vous avez envie d'embêter l'infirmière, vous demandez un lavement du Dufalac. Je suis pas un grand partisan des laxatifs. Alors la rifaximine, qui est un antibiotique non absorbable, qui va diminuer
le taux de microbiote en fait. Enfin, ça va le modifier aussi un petit peu, mais ça va diminuer la charge bactérienne du grêle. Vraiment un intérêt, c'est très bien documenté pour la récidive de l'encéphalopathie hépatique chronique. En aigu, c'est plus discuté. Et surtout, c'est plus discuté parce que certaines personnes disent, et je ne sais pas si on peut le dire de manière systématique, qu'il vaut mieux mettre une antibiothérapie parce que ces malades-là sont infectés. Alors pourquoi? Parce qu'on sait que les malades qui sont encéphalopathes, au moment où ils sont encéphalopathes, on a un peu plus de produits de dégradation bactérien du LPS que chez des malades qui ne sont pas encéphalopathes. Donc peut-être qu'il se passe quelque chose et mettre une antibiothérapie systématique aux malades encéphalopathes peut se discuter. Alors, moi, j'en mets pas forcément tout de suite, mais un malade qui traînasse un petit peu, c'est envisageable de mettre un traitement antibiotique après avoir fait les prélèvements, voir s'il se réveille. Alors quand le malade est confus pendant 24-48 heures et qu'on lance de l'augmentin au bout de 48 heures et qu'il se réveille bien, on ne sait pas si c'est parce que c'est l'augmentin ou si c'est parce que c'est la fin de l'encéphalopathie hépatique. En pratique, la place de l'antibiothérapie n'est pas vraiment bien codifié, et en revanche il faut bien hydrater ces malades parce qu'il y a quand même souvent une déshydratation associée, et ça c'est bien documenté. Alors pareil sur le diagnostic, juste parce que j'y pense, on va reparler de l'ammoniac parce qu'on me pose toujours la question, est-ce que ça sert à quelque chose de doser l'ammoniac? Je crois que ça ne sert à rien parce que on va le doser à un moment donné. Il suffit peut-être que les malades ont eu une hyperammoniémie avant et qu'ils sont encéphalopathes, l'ammoniémie a déjà diminué. Donc ça ne va pas nous aider à grand chose. Alors si elle est élevée, ça peut aider au diagnostic, mais c'est vraiment un diagnostic pas très facile. Et puis après, l'autre question, c'est l'épuration extra-hépatique. Et c'est peut-être encore la seule place du Mars qu'on pourrait éventuellement utiliser chez des malades qu'on veut éviter de ventiler, qui sont candidats à la transplantation, faire du Mars pour les amener à la transplantation sans trop les ventiler. Nous, on ne le fait pas, on a plutôt tendance à faire de l'hémofiltration. Ça n'a jamais été évalué, hémofiltration versus Mars, mais c'est quelque chose qui peut se discuter dans ces moments-là. Après, vraiment la chose, c'est tout malade qui est dans le coma, chez qui on veut envisager la transplantation, doit être amené en réanimation pour être au moins surveillé. Je ne dis pas qu'il faut le ventiler et lui mettre des cathéters partout, mais au moins pour le surveiller. Alors évidemment, on ne va pas avoir la même attitude chez le monsieur de 85 ans. L'intubation, on en a déjà discuté, mais surtout les benzodiazépines. Et alors là, le grand classique en ce moment, c'est de mettre, le malade arrive encéphalopathe, il est dans le coma, je veux lui faire un scanner cérébral, il est agité, et donc je lui mets un petit milligramme d'hypnovel pour qu'il soit calme dans le scanner. Ça, c'est vachement bien, parce qu'on est sûr que le malade se retrouve ventilé derrière. Et donc vraiment, même si les malades sont agités, il ne faut pas mettre de benzodiazépine. Ça majore l'encéphalopathie hépatique. Il y a un effet contraire où les malades deviennent plus agités, et puis après, ils sont vraiment dans le coma, et là, on a du mal à les réveiller, et c'est ces malades-là qu'on va après ventiler. Donc pas d'encéphalopathie, pas de benzodiazépine chez les encéphalopathes agités. Les encéphalopathes agités, c'est la galère. On n'a rien à faire pour eux. Parfois, il y a des gens, moi je me souviens d'un malade qui a été greffé, mais qui était hyper violent. Enfin, moi je me suis pris une baigne un jour en le voyant aux urgences, et 3 jours après, il était gentil comme un petit agneau, mais quand il était encéphalopathe, il tapait sa femme, c'était la galère, et on était obligé de complètement le scotcher au brancard. Mais malheureusement, on n'a pas grand-chose de plus à leur proposer. Alors, on parlait tout à l'heure de l'analgésie chez les malades avec insuffisance hépatique aiguë. Chez le cirrhotique, on a aussi ce problème-là. Donc le paracétamol, on n'aime pas trop. Après, si on en donne un comprimé une fois de temps en temps, c'est pas non plus la catastrophe. Ne dites pas à Jacques Berniot que j'ai dit ça, sinon je vais me faire aussi disputer. Mais voilà, en revanche, les AINS sont formellement contre-indiqués au cours de la cirrhose. Le rein est suffisamment fragile. Et puis la question, ça va être évidemment les morphiniques. Et puis, donc là, est-ce qu'on peut en fait, ça va un peu dépendre du projet, quoi. Déjà, quand vous avez le CHC multifocal qui a mal parce qu'il a le CHC multifocal et qui a la cirrhose décompensée, on peut mettre de la morphine, et puis s'il devient encéphalopathe, c'est pas très très grave.
Et sinon, en fait, l'avantage des encéphalopathes chroniques, c'est qu'ils ont souvent pas mal. Pour des raisons que j'explique pas très bien. Il y a des voies de la douleur qui sont un petit peu inhibées par l'encéphalopathie hépatique et donc ils ont rarement besoin de grosses doses de morphinique, mais on peut l'utiliser vraiment dans des situations difficiles à supporter. Alors, sur la sédation, c'est l'autre question dont on a abordé tout à l'heure. Pour le coup, là, je crois qu'il ne faut pas utiliser de benzodiazépine. Et alors, on va utiliser soit un peu de diprivant, soit du Dexdor. Alors, l'expérience du Dexdor, ça coûte très cher. Enfin bon, je suis pas convaincu. Pardon? Ça a un peu baissé le prix, d'accord. Mais j'ai essayé de me faire mon idée. Voilà, le propofol, c'est très bien, c'est très facile à utiliser. Et donc, pourquoi pas de benzodiazépine? Parce qu'ils mettent énormément de temps à les métaboliser, de même que les morphiniques d'ailleurs. Et donc, ça va un petit peu dépendre de l'indication de la ventilation. Soit vous avez ventilé le malade parce qu'il a l'hémorragie digestive, il faut lui faire l'endoscopie, le surveiller 4 à 6 heures qu'il ne ressaigne pas. On met du propofol et on arrête tout de suite. Et vraiment, moi, ce que je fais tous les matins, c'est j'arrête toutes les sédations de tous les malades parce que ça ne sert strictement à rien. Ils sont, entre guillemets, autosédatés. Deuxièmement, vous avez le malade qui, pour le coup, est difficile à ventiler. Là, on le ventile on le sédate avec des benzodiazépines, des morphiniques, du propofol, ça ne pose pas de problème. Mais vraiment, sinon, il ne faut pas mettre de benzodiazépines, ou en tout cas, le moins possible. Et surtout, si on met des benzodiazépines, il faut vraiment les mettre à des toutes petites doses et pas aux doses, entre guillemets, habituelles. Et puis, évidemment, il faut le plus possible mobiliser précocement les malades une fois qu'ils sont déventilés, mais ça c'est comme en population générale, on va dire. Alors la déventilation des encéphalopathes, c'est parfois un petit peu difficile parce que est-ce qu'ils sont assez réactifs, puis parfois on passe le matin, on dit très bien, allez, on l'extube ce matin, tout va bien, il tousse, il est tonique, et puis on repasse 20 minutes plus tard, et puis il est à nouveau dans le coma. Donc il y a parfois une petite fenêtre de tir, et puis parfois on fait ça un petit peu à la hussarde, et dans la majorité des cas, ça passe quand ils ne sont pas défaillants sur le plan ventilatoire. Alors l'encéphalopathie, on en a parlé, on va parler maintenant de la dénutrition. La dénutrition, c'est vraiment une complication extrêmement fréquente du cirrhotique. La prévalence moyenne, c'est 50%, mais ça dépend de quelle cirrhose on parle. Quand vous avez des malades qui sont de Child B ou de Child C, clairement, ils sont tous dénutris. C'est corrélé à la sévérité de la cirrhose. Et on sait que ça dépend aussi un petit peu de l'étiologie. Les maladies biliaires sont très dénutris. Et puis surtout pourquoi? Eh bien parce que il y a une diminution des ingestats, notamment protidiques. Quand vous avez de l'acide réfractaire, qu'on vous retire 8 kg d'eau toutes les semaines, vous n'avez pas très envie de manger quand vous avez le gros ventre. Il y a une malabsorption. On voit très bien sur les scanners, si vous regardez des malades qui ont des grosses hypertensions portales, il y a ce qui est décrit des colites d'hypertension portale. D'ailleurs, parfois, les gens disent que c'est des colites ischémiques quand ils ne connaissent pas, mais il y a quand même quelque chose. Et quand on regarde, quand on fait des clairances, on voit qu'il y a quand même des anomalies de malabsorption. Et puis, il y a une augmentation très importante des besoins énergétiques de repos. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, c'est une redite. Alors, il y a une malabsorption qui peut être liée à l'alcool et aux comorbidités, notamment la pancréatite chronique, avec une stéatorée. Et puis une toxicité intestinale de l'alcool. Et puis en cas de cholestase, c'est vrai qu'il y a une diminution des acides biliaires et donc une malabsorption notamment de vitaminique qui est faite. Donc ça, c'est l'augmentation des besoins énergétiques et de repos en fonction du score de Child. Plus on est grave, plus on augmente ses besoins énergétiques. Et vraiment le jeûne, alors il faut toutes les populations, là ça y est, on commence à dire qu'il faut arrêter de jeûner, enfin, c'est assez logique, mais vraiment les malades sont trop laissés à jeun, et particulièrement les malades atteints de cirrhose, parce qu'ils ont une hémorragie digestive, ils ont leur endoscopie digestive, donc on attend 4 jours, parce qu'on est à la PHP, enfin bon, le truc habituel, de toute façon à la PHP c'est dégueulasse, et puis les soignants ont oublié de le servir, enfin le truc habituel, et ça faut vraiment se battre contre ça, et c'est un combat perdu d'avance, mais on y arrivera un jour. Alors le problème majeur, c'est comment
comment évaluer l'état nutritionnel de ces malades-là. Donc l'albumine, c'est dans le score de Child, et depuis très longtemps, on dit que l'albumine est liée à la sévérité de la maladie. Alors c'est vrai, c'est un marqueur de nutrition, mais c'est aussi un marqueur d'insuffisance hépatique, puisque c'est synthétisé par le foie. Et l'albuminémie chez des malades qui sont traités pour une acide réfractaire est souvent fausse, puisqu'on perfuse de l'albumine à ces malades quand on leur fait des ponctions d'acide, et puis peut-être qu'un jour on leur mettra de l'albumine de manière systématique. La préalbumine dans la cirrhose, ça ne marche pas très bien, puisque c'est une synthèse hépatique. L'indice de masse corporelle avec l'acide et les édèmes, ce n'est pas possible. Et donc en fait la meilleure estimation elle est sur l'imagerie en regardant, en mesurant la masse grasse, la masse maigre et en regardant la sarcopénie. Alors comment on va regarder la sarcopénie? Il y a plein de méthodes. On peut regarder ça de manière tout à fait simple en regardant, alors nous on avait regardé les psoas et on avait regardé l'épaisseur du psoas qu'on a rapporté à la taille. Vous voyez donc AB c'est le même malade, hein, c'est une coupe un peu plus importante, un malade qui a une cirrhose, qui ne doit pas être très très grave, qui a un petit peu d'œdème, il n'a pas non plus des masses d'acide, il a des psoas qui sont bien ronds, pas du tout pathologiques, et quand vous regardez le malade d'en bas, il a des psoas qui sont complètement tout petits, rikiki, et puis complètement effilés. On voit qu'il a beaucoup d'acide, il a une hernie ombilicale, et donc ça c'est un très bon marqueur. Alors on peut regarder d'autres muscles, on peut regarder les paravertébraux, on peut regarder les intercostaux, il y a des logiciels qui vous font les calculs de masse grasse, masse maigre, mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment un facteur pronostic. Et d'ailleurs, quand on avait regardé chez des malades qui avaient une acide réfractaire, on avait démontré que le rapport du psoas sur la taille était un facteur de risque de mortalité chez ces malades-là quand ils étaient sur liste d'attente de transplantation hépatique. Et c'est vraiment un domaine, la sarcopénie et la cirrhose, on n'arrête pas d'en sortir pour tous les trucs, pour le carcinome hépatocellulaire, pour la chimioembolisation, pour le TIPS, pour la greffe. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très à la mode. Donc ça, on sait maintenant que c'est fréquent, on sait l'évaluer. Il n'y a pas de méthode meilleures les unes que les autres, mais on sait l'évaluer grâce à la mesure de la sarcopénie. On sait que ça a un impact pronostic majeur. En revanche, on ne sait pas comment le traiter. On ne sait pas comment le traiter, puisque augmenter les apports caloriques, alors on va donner aux malades des compléments alimentaires hyperprotidiques, si possible le soir, pour limiter le jeûne nocturne, et c'est à peu près tout ce qu'on sait faire. La nutrition entérale, elle est globalement extrêmement mal tolérée par ces malades qui ont de l'acide. Elle est à risque d'inhalation chez ces malades qui sont encéphalopathes ou à risque d'encéphalopathie hépatique. Et la nutrition parentérale est toujours difficile chez des gens qui doivent avoir un cathéter central et donc qui font des sepsis à répétition. Donc en pratique, on ne sait pas renourrir ces malades-là. Et en périphérie, alors on pourrait, chez des malades hospitalisés, mettre de la nutrition parentérale périphérique, mais alors pour le coup, je crois que ça n'a pas grand intérêt, c'est juste pour passer un cap de quelques jours. C'est une nutrition parentérale périphérique, donc en pratique, c'est pas facile. Après, d'autres questions, c'est sur l'immunonutrition. Là, ça a été très à la mode chez nous. Il y a un papier négatif, il y a une deuxième étude à laquelle on a participé, sponsorisée par l'industrie, qui n'est toujours pas sortie. Donc c'est que ça ne doit pas très bien marcher. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on ne sait pas très bien faire. Alors, une chose qui aggrave, franchement, chez les cirrhotiques, la dénutrition, c'est le régime sans sel. Et ça, je crois que voilà, on est devenu un peu comme les cardiologues, c'est-à-dire que le régime sans sel, quand on a de l'acide, ça sert strictement à rien, puisqu'on mange encore moins, on se dénutrit plus, on fait encore plus d'acide, plus d'encéphalopathie hépatique. Et donc il vaut mieux saler un peu ses repas, quitte à augmenter sa dose de diurétique. Alors autre point intéressant, c'est le diabète, et puis on verra après d'autres complications endocriniennes, mais le diabète
on sait que les malades avec une cirrhose ont beaucoup d'intolérance au glucose. Alors, l'âge moyen de cirrhose, c'est 50-60 ans. Donc, c'est aussi une population à risque de développer un diabète de type 2. Mais il est en gros 5 à 10 fois plus. Alors, on ne sait pas très bien, parce que le problème, c'est que on a longtemps dit cirrhose indéterminée pour les NASH, mais clairement, quand on a une NASH ou une hémochromatose qui est associée au diabète, on a plus de risque de diabète. Quand on s'intéresse au diabète, et ça maintenant, on le sait très bien, enfin on l'a toujours su, c'est que le diabète est une cause de cirrhose. Et dans le cadre du syndrome métabolique, et c'est aujourd'hui la deuxième cause de cirrhose. Et ce qu'on savait aussi, c'est que la cirrhose entraîne le diabète. Pourquoi ce qui a été remarqué, alors ce qui est probablement plus tout à fait vrai aujourd'hui, parce que ça a été, il y a une modification de la population, mais il a été très bien démontré par les Italiens au début des années 2000 que les malades qui étaient transplantés amélioraient leur diabète après transplantation, et ce, malgré le fait qu'ils reçoivent des traitements diabétogènes que sont les corticoïdes et le tacrolimus. Alors pourquoi ? Parce que il y a moins de muscles, moins de tissu adipeux, donc moins d'insulinorésistance, et puis une baisse de la capacité d'extraction de l'insuline par le foie, ça c'est possible, et qui est donc responsable d'un hyperinsulinisme. Et puis, alors c'est probablement ça le truc, il y a une hormone qu'on oublie qui fait communiquer le foie et le pancréas, c'est la bêta-trophine. Et donc, il y a probablement une diminution du rôle de la bêta-trophine qui est synthétisée par le foie, qui va aller faire moins d'insuline et aggraver l'insulinorésistance. Alors, les conséquences, il y a des conséquences extra-hépatiques comme toute malade atteinte de diabète, mais finalement, quand c'est un diabète hépatogène, il est sur une courte durée. Donc on a rarement des rétinopathies ou des néphropathies diabétiques, et quand on les voit, c'est souvent chez des malades qui ont en fait tout le cortège du syndrome métabolique avec un compliqué de diabète plus une cirrhose. En revanche, ce qui est bien documenté, c'est que quand on a du diabète, c'est pas bon pour la maladie du foie, puisque ça augmente le risque de carcinome hépatocellulaire et ça augmente la mortalité hépatique, notamment chez des malades qui ont une acite réfractaire, probablement via un petit peu d'insuffisance rénale, mais on ne le sait pas très bien. Alors après, d'autres choses un petit peu comme ça, qui ont été à la mode, c'est l'insuffisance surrénalienne, et notamment au cours du sepsis et ou du choc septique. Ce qui est bien documenté, c'est qu'il existe une dysfonction surrénalienne chez les malades atteints de cirrhose, qu'elle soit compensée ou infectée. Et pourquoi on dit ça ? Parce que le profil hémodynamique ressemble un petit peu aux insuffisances surrénaliennes. Et surtout, pourquoi ? Parce que le cortisol est synthétisé à partir du cholestérol et que tous les malades qui ont une cirrhose ont une hypocholestérolémie. Ça, c'est très bien documenté. Et puis l'autre problème, et ça c'est un problème de dosage d'ailleurs du cortisol, c'est que le cortisol est lié à une protéine qui s'appelle la cortisol binding protein, je crois, et donc qui est synthétisée par le foie. Et donc le problème, c'est que quand on dose le cortisol total, et donc en cas d'insuffisance hépatique sévère où il n'y a plus cette cortisol binding protein, eh bien on surévalue probablement la dysfonction surrénalienne, et donc c'est pour ça que en pratique on peut utiliser le dosage salivaire. En pratique, personne ne le fait. Ça a été à la mode à un moment donné, on a arrêté de le faire, et c'est vrai qu'on a tendance à donner assez largam manu une corticothérapie chez les malades qui sont en choc septique. Et puis d'autres complications on va dire endocrinienne, l'insuffisance gonadique qui est clairement associée à la cirrhose,
avec chez les hommes une atrophie testiculaire, une gynécomastie, une impuissance, dont d'ailleurs les hommes ne parlent jamais, ils parlent toujours de ça après la greffe, mais ils n'en parlent jamais quand ils ont la cirrhose. Et puis les femmes, une aménorrhée, une dysménorrhée, une infertilité. Alors on ne sait pas très bien pourquoi il y a ça, probablement des troubles de synthèse des hormones sexuelles et de leurs précurseurs. Et puis une diminution aussi de tous des protéines de transport de ces hormones par le foie, et heureusement c'est assez réversible après transplantation, même si ce n'est pas le cas tout le temps. Et puis dernière complication qui, à mon avis, on prend, nous hépatologues, assez mal en charge, c'est les complications osseuses, avec notamment l'ostéoporose, qui est quelque chose d'assez bien documenté. On a du mal à les évaluer quand ils sont graves, pleins d'acide, pleins d'œdème, puisque l'ostéodensitométrie dans ces cas-là est difficilement difficilement interprétable. Et puis c'est important de l'évaluer, puisqu'il faut, après la greffe, quand ils reçoivent des corticoïdes, un petit peu améliorer les choses. Clairement, c'est plus grave chez des malades qui ont une maladie biliaire, et vraiment c'est les femmes avec des cholangites biliaires primitives qui sont le plus à risque de faire ces complications, et on ne sait pas très bien les prendre en charge. Est-ce qu'il faut mettre à tous les cirrhotiques de la vitamine D et du calcium? Est-ce qu'il faut mettre des bisphosphonates? C'est quelque chose qu'on connaît assez mal, et je pense qu'on s'y intéresse assez peu. On s'est beaucoup intéressé à la sarcopénie. Je pense que maintenant, après le muscle, il faut s'occuper des os. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les complications métaboliques de la cirrhose, et puis on peut discuter d'autres points si vous le voulez. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ?